Donc bonsoir à toutes et à tous. Je remercie l'UPPA de me proposer pour la troisième fois de participer à ces soirées. Donc après avoir parlé de la littérature vériste, après avoir parlé de Cesare Pavese, ce soir nous allons parler du théâtre pendant le fascisme, le théâtre sous Mussolini. Et on va voir un petit peu deux aspects. On va voir l'organisation du théâtre en lui-même et les genres, le théâtre, les textes en eux-mêmes qui ont pu naître sous le fascisme. Donc, avant de parler du théâtre en lui-même, il faut faire un petit point sur ce qu'on entend par culture fasciste. Est-ce qu'il y a une culture fasciste ? Alors, pendant très longtemps, jusqu'aux années 1980 environ, tous les historiens, les philosophes, les penseurs, les chercheurs estimaient qu'il n'y avait pas de culture fasciste, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire pas de culture en tant que mode de vie, sous-tendu par une idéologie, donc comme culture comme civilisation pratiquement, ni de culture en tant que production d'œuvres d'art. Donc il y avait vraiment cette idée qu'il n'y avait pas de culture fasciste au sens large, et vous aviez même des grands philosophes comme Benedetto Croce, qui est le grand intellectuel du début du XXe siècle, qui estimait que le fascisme n'était qu'une maladie mentale, une maladie morale, qu'une parenthèse dans la barbarie, dans une période de barbarie, une expression brutale, je reprends ces termes, une expression brutale d'une phase négative de l'histoire. Gramsci, pourtant qui est mort d'avoir été interné pendant le fascisme, avant donc son internement, où il est mort en 1937, donc aux heures de gloire du fascisme, si je puis dire, Gramsci lui-même estimait que la culture fasciste était un trastullo per i balilla. Trastullo, ça veut dire des guillis, des chatouillements, et balilla, on le verra tout à l'heure, c'était la jeunesse, même l'enfance italienne, masculine, les petits garçons qui étaient embrigadés dans des corporations qu'on appelait les balillas. Et enfin, pour donner un troisième exemple, il y a un intellectuel des années 70 qui estimait qui s'appelle Norberto Bobbio, qui estimait que le fascisme n'était qu'une agglomération de négation, que son idéologie, c'était une idéologie de la négation. Alors pourquoi il y avait cet a priori, pas un a priori, mais cette analyse, c'était qu'ils estimaient que le régime fasciste ne s'appuyait sur aucune idéologie rationnelle, aucune idéologie cohérente, aucun concept pensé à l'avance. Et de fait, on va le voir, on n'a pas de concept dans les premières heures du fascisme. Donc ils estimaient également que c'était un mouvement, un parti pétri de contradictions, et des contradictions insurmontables. Par exemple, c'était à la fois, on faisait l'apologie de la tradition, dans le même temps on se voulait moderniste, on chantait la campagne et dans le même temps on estimait que la modernité, la ville, l'industrie, le progrès scientifique était à défendre. On était d'un côté radical, il y avait un côté radical dans la politique, de l'autre on était conservateur, etc. Et de fait, on ne va pas nier qu'il y avait toutes ces contradictions. Donc pendant très longtemps, il y a eu cette analyse du fascisme comme une non-idéologie. Il faut attendre les années 80-90 pour qu'il y ait un tournant dans cette vision, avec de nouveaux chercheurs, dont Emilio Gentile, qui a écrit énormément, c'est un enseignant à la Sapienza, la grande université de Rome, qui estimait au contraire qu'il y avait bel et bien une culture fasciste. Et il estimait qu'il fallait considérer le fascisme dans ses réalisations, dans les faits, dans ce qu'il avait produit, pour en tirer l'idéologie, pour comprendre la culture en tant que vision de l'existence, pour comprendre cette idéologie. Et sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, sans vouloir faire de pirouettes, il estime que l'idéologie fasciste est une anti-idéologie. C'est son expression. Pourquoi dit-il cela ? Parce qu'en fait, le fascisme, qui d'abord est un mouvement, ça naît au mois de mars 1919, ça devient un parti en novembre 1919, le fascisme des premiers temps, de fait, n'a aucune idéologie. Pourquoi ? Parce qu'il rejette toute idéologie constituée. Tous les concepts passés qui ont fait l'Italie libérale qui a précédé, mais également toutes les idéologies, qu'elles soient italiennes ou pas, il y a ce rejet de l'intellectualisme et de tout ce qui est le passé.
Et comment est formé ce premier fascisme qui nourrit les rangs du fascisme? Eh bien, des anciens combattants, des reduci, des anciens combattants, des soldats de la Première Guerre mondiale, également des arditi. Les arditi, c'est une catégorie de soldats italiens. C'était les soldats, ardito, ça veut dire courageux. C'était les soldats qu'on envoyait faire des trouées dans les rangs ennemis, et qui étaient des sortes d'avant-garde, et qui devaient faire preuve de courage, de violence. Et eux, ils n'étaient pas dans les tranchées. Donc ces arditi, ce sont un petit peu c'est l'aristocratie de l'armée italienne. Donc on a ces anciens combattants, ces arditi, on a également les futuristes, dont on reparlera tout à l'heure. Autrement dit, toute une nouvelle génération, toute une génération qui rejette l'Italie libérale, qu'on appelait l'Italietta, la petite Italie, qui était une Italie bourgeoise. Et donc là, on a toute une génération qui s'est formée à la guerre et qui estime que cette Première Guerre mondiale a permis à l'Italie de tourner la page. Elle a permis à l'Italie d'entrer dans une nouvelle ère. Elle a permis de faire table rase de toutes les valeurs, de toutes les notions sur lesquelles l'Italie du passé s'appuyait. Et ces arditi, ces soldats, ces futuristes, vont vouloir que même en temps de paix, tous les éléments de la guerre soient présents. Autrement dit, la violence, l'action, et non plus la pensée, la jeunesse et le courage. Donc on a une sorte de mythe de la Première Guerre mondiale qui se crée en Italie. L'Italie sort victorieuse à moitié, on le verra, mais il y a ce mythe de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et on parle même de trincheocrazia, de tranchécratie, non plus de démocratie, non plus de monarchie, mais de pouvoir des tranchées. Autrement dit, la nouvelle Italie doit être construite par les anciens combattants. Et tous ces réseaux, tous ces fasci, vont de fait se retrouver autour de la figure de Mussolini. Mussolini qui, si vous l'avez oublié, était originairement socialiste. Et il a été exclu du Parti socialiste parce qu'il défendait l'entrée en guerre de l'Italie. Donc, quels vont être les piliers de ce premier fascisme, de cette anti-idéologie? Deux piliers essentiels: la lutte contre le socialisme, contre le bolchevisme, et le développement, la sacralisation de la nation et de la patrie. Le fascisme qui, dans ses premières heures, ne se voulait pas un parti pour durer. Mussolini, dans ses textes de l'époque, dit bien qu'ils ne sont qu'une parenthèse, qu'un passage des avant-gardistes. Et toute avant-garde est faite pour ne pas durer, pour faire long feu. Donc Mussolini, aux premières heures, n'avait pas cette volonté de devenir, c'est peut-être à nuancer, de devenir le chef de l'Italie sur le long terme. Donc le fascisme se propose comme une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme. Ça nous rappelle quelque chose. Mais il se propose aussi d'être la troisième Italie, c'est-à-dire après l'Italie des empereurs, après l'Italie des papes, de devenir une nouvelle Italie. Donc ce mouvement, ce parti, va n'avoir de cesse de tout faire pour que le peuple, dans son ensemble, adhère à cette idéologie, à cette absence d'idéologie. C'est pour ça, justement, qu'il n'y a pas, dans les premiers temps, j'insiste bien, il n'y a pas d'idéologie marquée, de concept arrêté. Et Emilio Gentile remarque que si le peuple italien, aussi bien les intellectuels que les ouvriers, que les paysans, que la bourgeoisie, ont adhéré à ce parti, ce n'est pas grâce à une argumentation rationnelle, mais grâce, au contraire, à un appel à l'irrationnel. Et de nos jours, c'est ce que l'on entend aussi quand on veut expliquer la montée des extrémismes, c'est cet appel à l'irrationnel. Autrement dit, l'appel à des mythes, au mythe de l'italianité, au mythe de la grande Italie, et à une sacralisation de la politique.
Et ça, c'est Gentile, et pas le premier, un mec qui insiste là-dessus. Il estime que la politique fasciste, c'est une politique religieuse, c'est une religion. Et de fait, alors on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais toute l'organisation fasciste reprend une organisation ecclésiastique, si je puis dire. Et d'ailleurs, le rapport à l'Église catholique est particulier pour ce qui est des rapports entre Mussolini et la papauté. Donc on va avoir une religion laïque qui va s'appuyer sur des rites, sur des symboles qui permettent d'intégrer la collectivité dans la culture de la nation. Et Gentile aussi insiste bien là-dessus que ce n'est pas, contrairement au communisme, une idéologie de la société, mais une idéologie de l'État. Il va y avoir une osmose entre le parti et le gouvernement. Tout doit être autour de l'État. Et c'est un des philosophes, un des penseurs du fascisme, Giovanni Gentile, qui n'a rien à voir avec l'enseignant actuel, qui estime que tout doit être dans l'État, pour l'État et rien contre l'État. C'est un des slogans du fascisme. Donc, en fait, cette culture fasciste, on peut dire qu'elle va être in progress, pour faire un bel anglicisme que n'aurait pas du tout aimé Mussolini. Donc, il va y avoir une expérimentation constante. L'idéologie va se faire au fur et à mesure, car pour Mussolini, il faut d'abord imbiber la société, il faut d'abord rentrer dans les maisons, dans les esprits, pour que la réalisation de la nouvelle ère se fasse. Et donc c'est sur le long terme. C'est une expérimentation constante, progressive. Et il ne faut pas oublier, avant de parler maintenant de la culture en elle-même, il ne faut pas oublier que le fascisme est le premier mouvement de masse, le premier nationalisme révolutionnaire qui conquiert le pouvoir dans une démocratie. Parce que vous allez me dire, avant, il y a eu 1917, la Russie, mais on n'était pas dans une démocratie. Donc il faut bien garder ça présent à l'esprit. C'est la première fois qu'il y a cet accaparement du pouvoir dans une démocratie et grâce à une culture de masse. Grâce à une culture de masse. Et ça, Mussolini y tient avant toute chose. D'ailleurs, la définition elle-même de la culture par le parti fasciste est très intéressante. Elle est très éclairante. Qu'entend le parti nationaliste fasciste comme par culture? Il estime que la culture, et cette fois-ci culture en tant que production d'art, production d'œuvres, quelle qu'elle soit, la culture ne doit pas servir simplement à embellir. Elle ne doit pas servir simplement à s'adonner à la contemplation. Elle ne doit pas être simplement une façon individuelle d'être. Autrement dit, là, ils définissent ce qu'était la culture classique, la culture érudite, la culture humaniste. Pour le Parti national fasciste, la culture doit être une conception de l'existence. Et je dis bien la culture en tant que production d'œuvres d'art, pas la culture en tant que civilisation. La culture doit être une conception de l'existence, une manifestation, ce sont leurs mots, d'action sociale, spirituelle et historique. Et que la culture doit permettre de créer un peuple. Créer un peuple, on y est. Et de fait, le but premier et ultime du fascisme va être d'entrer dans une nouvelle ère, de forger il nuovo italiano, le nouvel italien, la nuova Italia, une nouvelle Italie régénérée. Une nouvelle Italie où les valeurs fondamentales, famille, Dieu, patrie, ça nous rappelle là aussi quelque chose et quelqu'un, vont pouvoir être régénérées grâce à cette culture. Et donc, on va voir que tous les secteurs de l'existence vont être imprégnés, vont être pas parasités, c'est pas le bon terme, mais vont être contaminés. Alors eux, ils n'auraient pas dit contaminés, c'était négatif, mais vont être contaminés par le régime fasciste. L'italien de base n'aura plus une minute à lui. Il ne faut plus qu'il y ait une minute à lui. Toutes les valeurs fascistes doivent pénétrer sa vie publique, sa vie sociale et sa vie intime. On a donc et là ça a été un succès, la culture fasciste va vraiment transformer la vie des Italiens en les encadrant, grâce à une organisation
très rationnelle pour le coup, grâce à des institutions aussi bien politiques que culturelles, comme on va le voir. Donc la culture fasciste, c'est un amalgame, c'est un amalgame de valeurs variées, c'est un ensemble pour un ensemble qui a un but concret. Donc l'idéologie, encore une fois, elle est laissée de côté, mais il y a des résultats concrets. Donc on va voir qu'il va y avoir une politisation de la vie de tous les jours. La politique est placée au-dessus de tout. Une politisation de la vie de tous les jours. Et pour ce qui nous intéresse, une politisation de l'esthétique, une fascistisation de la culture. Et donc, on va avoir presque tous les intellectuels, donc là c'est aussi un peu se poser la question, presque tous les intellectuels, presque tous les artistes vont plier leur discipline aux exigences supérieures de la politique. Les intellectuels, les artistes vont être persuadés de participer, d'être des acteurs de la Nouvelle-Italie. Donc il y a une sorte de fascination, une forme d'orgueil de participer à la création d'une Nouvelle-Italie et donc d'une nouvelle culture. J'ai mis en projection la première image, c'est celle de Mussolini, qui a une position de comédien, mais aussi j'ai mis à côté le nom de Luigi Pirandello, qui était le grand dramaturge italien de l'époque, et qui a pris sa carte au parti fasciste, qui a participé au manifeste des intellectuels fascistes, à un moment incroyable, c'est-à-dire il prend la carte après le meurtre d'un parlementaire socialiste, Matteotti, par le fascisme, c'est prouvé, même sur le moment, personne ne l'a nié. Et donc, il faut bien se rendre compte que Pirandello, dans ses textes, il ne parle jamais de fascisme. Mais lui-même, en tant qu'individu, il prend sa carte et il signe aux côtés de Gentile et de beaucoup d'autres ce manifeste des intellectuels fascistes qui aura son pendant, le manifeste des intellectuels antifascistes avec Croce, entre autres. Voilà. Donc on va avoir vraiment toute une génération, mais pas simplement la jeune génération, même la plus vieille génération, qui va s'engouffrer dans cette demande, cette requête du régime fasciste de participer à la culture. Et c'est là où on va voir la grande différence, et on le verra tout petit peu plus tard, avec les autres totalitarismes, alors je ne sais pas si on va dire totalitarisme, qui ont été le nazisme et le stalinisme. Donc la culture va être prise en main par le régime. Alors, on peut dire qu'il y a deux phases. La première phase, la phase initiale, dans les années 20, puisque le fascisme prend le pouvoir après la marche sur Rome en octobre 2022, le 28 octobre 2022. Donc à partir de ce moment-là, Mussolini, qui est donc il y a toujours le roi, mais Mussolini qui est chef du gouvernement, va proclamer son amour de l'art. Il se présente comme l'ami sincère de l'art et des artistes, et il est vu comme le héros de la culture. Donc dès sa prise de pouvoir, il déclare qu'il fera preuve d'une grande tolérance, que les artistes sont libres. Bien sûr, la seule limite, c'est de ne pas critiquer le parti et le gouvernement. Mais sinon, il reste... tout est possible. Il n'y a pas, contrairement à l'Allemagne, une interdiction de certains arts, comme par exemple l'art dégénéré. Il n'y a pas, comme avec le régime stalinien, une esthétique imposée. Il n'y a pas de critères. On est donc dans une autre perspective. Et Mussolini dit bien qu'il ne veut pas d'art d'État. Il le proclame. Parce qu'il dit que ça serait un art ennuyant, ennuyeux, limité, caricatural, rempli de clichés. Donc on peut voir qu'il a une attitude plus libérale. Et certains historiens, certains intellectuels, chercheurs ont estimé que cette attitude faisait du régime fasciste un régime moins contraignant, donc moins totalitaire. Et parfois on tombe un peu dans les clichés, on est en Italie, c'est plus léger. Or, si on regarde de plus près, et là j'ai lu la thèse d'une étudiante qui défend cette idée,
En fait, cette attitude plus libérale est une attitude beaucoup plus subtile que celle ouvertement répressive d'Hitler ou de Staline. Elle est plus subtile et donc elle est plus efficace. Parce qu'en ne pas imposant d'art d'État, les intellectuels, les artistes, etc., se sentent libres, se sentent autonomes, se sentent respectés et sentent avoir une place dans le régime. Ils ne se sentent pas contraints. Donc ça permet l'adhésion beaucoup plus totale des artistes qui sont convaincus, comme j'ai dit tout à l'heure, de participer à un projet collectif et donc de retrouver une place qu'ils avaient perdue. De fait, on en avait un petit peu parlé, je pense, mais il y a plus d'un an, quand on avait parlé du vérisme, avec l'unité italienne, les intellectuels n'ont plus de place. Ils sont remplacés par les journalistes, les éditeurs, et donc ils ne peuvent plus intervenir politiquement parlant. Or, Mussolini leur donne cette possibilité. Donc ils se sentent de nouveau importants. Et donc il va y avoir un véritable consensus, même quand les intellectuels ne partagent pas les idées fascistes, ils vont entrer dans les institutions, dans les académies, dans les organismes que Mussolini va créer. Et donc on a un véritable lien qui se crée. De plus, le fait de ne pas vouloir d'art d'État, ça permet d'avoir du prestige à l'international. Les nations européennes ou hors de l'Europe voient en Mussolini un chef d'État ouvert, un chef d'État libéral, donc qui fait beaucoup moins peur. Et Mussolini dit bien que ce qui compte en fait pour qu'il y ait un art fasciste, même s'il ne veut pas employer ce terme, ce ne sont pas tant les ingrédients, pour parler familièrement, ce n'est pas tant les critères esthétiques, la forme ou les thèmes qui comptent, mais l'intention. L'intention, c'est-à-dire l'intention de diffuser les valeurs prônées par le fascisme. Il dit même, dans une forme de boutade, qu'on pourrait raconter des histoires qui se passent sur la Lune. Tant que les valeurs fascistes sont présentes, ça serait un art digne d'être appelé un art fasciste. Voilà. Ce libéralisme qu'on trouve dans les premières heures, ça sera une constante. Même en 1933, c'est un moment dont on va reparler, une phase clé, quand il va faire un grand discours en 1933 donc dans un théâtre de Rome, le Teatro Argentina, il va continuer de défendre cette ligne. Il va dire « Aucune loi ne peut créer le génie, ne peut créer l'esprit. L'État ne peut pas créer sa propre littérature. » Voilà. Donc liberté totale, apparente, laissée aux intellectuels. Dans les années 30, les choses changent. La culture va s'institutionnaliser. Jusqu'à présent, les projets étaient flous. Il n'y avait pas de projet, liberté. Mais là, on va avoir avec les années 30 des académies qui vont se créer, un projet d'encyclopédie fasciste, l'institution de l'Institut de culture. Alors au départ, ça s'appelait l'Institut fasciste de culture. Et il change le titre en disant l'Institut national de culture fasciste. Donc on rentre dans quelque chose ici de plus centralisé. Il va y avoir, à partir des années 30, mais je ne rentre pas dans les détails, une plus grande centralisation et un plus grand contrôle qui va de pair avec tout ce qui se passe dans les autres aspects du régime fasciste, la politique, la presse, etc. Donc, la culture va devenir une composante fondamentale du régime fasciste. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que la culture va être un simple outil de propagande. Il n'y a pas la volonté de manipuler simplement la culture pour atteindre ses fins. Il y a vraiment cette idée que la culture est un élément central du régime fasciste. Et il faut aussi remarquer que Mussolini était un écrivain. Il a écrit de la poésie, il a écrit des romans, il a écrit du théâtre, et également énormément de textes. Et donc, pour certains, Don Gentile et toujours lui, Mussolini, avant d'être un homme politique, était un intellectuel, contrairement à Staline, contrairement à Hitler. Et la dernière chose, avant de passer enfin au théâtre, c'est que
ce qu'il faut également remarquer, c'est que le fascisme va naître, va éclore à un moment où de grandes transformations technologiques vont apparaître. Radio et cinéma. Le cinéma existait, mais le cinéma parlant, le premier film parlant, c'est 1927. Ça s'appelait le chanteur de jazz. Et le premier film italien parlant est tiré d'un texte de Pirandello, et ça s'intitule la chanson de l'amour, et c'est de 1930. Donc on a le cinéma qui va devenir un autre moyen d'expression artistique et un autre moyen de communication, et on a la radio, le IAR, EIAR, l'Ente Italiano di Audizione Radiofoniche, qui vont vraiment être des moyens de communication, mais aussi d'art, parce qu'il y avait du théâtre radiophonique, par exemple. Voilà. Donc, c'est le kairos. Tout arrive au bon moment pour que le fascisme pénètre la vie de tous les jours. Donc, et simplement, parce qu'on n'en parlera pas, mais peut-être une autre fois, là j'ai mis des photos de l'Istituto Luce. Luce, c'est un anachronisme qui veut dire l'Unione Cinematografica Educativa, donc l'Union cinématographique éducative, et c'est un bel acronyme puisque ça veut dire Luce, lumière. Et cet institut Luce, qui est toujours en activité, va créer les cinegiornali, c'est-à-dire que chaque film va être précédé d'un petit journal où là on va chanter la gloire de toutes les actions fascistes. Mussolini va être représenté toute la journée. Et enfin, la dernière image qu'on peut voir, c'est Cinecittà. Cinecittà, malheureusement, c'est Mussolini qui l'a créé en 1937. Et ça existe encore. Voilà. Donc on a vraiment cette vision de la culture que l'on a dans tous les domaines. On en arrive à notre théâtre. Alors, le théâtre va être utilisé par Mussolini. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre. On a des arts modernes comme le cinéma, la radio. Pourquoi utiliser un art un peu plus classique ? Eh bien, Mussolini va essayer, Mussolini pas tout seul, son régime va essayer de le métamorphoser. Alors quel est l'état ? Quel est l'état du théâtre quand le fascisme arrive au pouvoir ? Alors au début de ces années 1920, on peut dire vraiment que le système théâtral italien traverse une crise historique, une crise épocale en tant que système. Alors rapidement, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps de trop développer, mais on a un système en fait qui est basé sur les compagnies, qui sont des compagnies nomades. On n'a pas de compagnie attitrée, rattachée à un théâtre spécifique. Ce sont des compagnies di giro, des compagnies donc, qui sont ambulantes, si je puis dire, qui passent d'une ville à l'autre, d'un théâtre à l'autre. Et on a des grandes familles. On les appelle i figli d'arte. Bonjour, c'est théâtral. Voilà, une entrée. On a i figli d'arte, qui sont des compagnies véritablement vraiment très hiérarchisées. Et on a, là ça serait l'occasion d'une autre rencontre, on a des compagnies qui sont hiérarchisées, et c'est vraiment une marque de fabrique italienne. On a ce qu'on appelle il capo comico, qui veut dire mot à mot le chef des comédiens. C'est l'équivalent d'un metteur en scène, si ce n'est que ce n'est pas un metteur en scène comme nous l'entendons. En France, à la même époque, et surtout en Allemagne, en Angleterre, en Russie, on a toute une réflexion sur le metteur en scène. Et c'est la nouvelle grande figure du théâtre européen, c'est le metteur en scène qui est le nouvel auteur. En Italie, on n'en est pas du tout là. En Italie, le patron, vraiment le patron, c'est le comédien. Ce sont les comédiens qui font le théâtre. Et ce sont les comédiens qu'on appelle i mattatori, on les verra tout à l'heure, c'est-à-dire, ou les divas pour les femmes, ce sont des grands comédiens qui se permettent de modifier les pièces en fonction de leur capacité de jeu, en fonction de leur facilité pour un genre ou un autre. Donc on a ces grandes familles de théâtre qui font la pluie et le beau temps et qui ont un répertoire un petit peu
poussiéreux. Ils répètent constamment le même genre de théâtre et il n'y a vraiment aucune modernité. De plus, ce sont des organisations très lourdes. La hiérarchie dont je parlais, mais aussi les déplacements. Les déplacements d'un théâtre à un autre, d'une ville à une autre. Les comédiens se font payer grassement. Donc c'est vraiment quelque chose une lourde machine qui plombe le système théâtral. Qu'est-ce qui va se passer avant que Mussolini n'arrive? C'est qu'on va voir apparaître l'argent, on va voir apparaître des trusts, on va voir apparaître des grands entrepreneurs, des Bolloré de l'époque, qui vont acheter les théâtres, qui vont faire vraiment des trusts, qui vont investir tout leur capital et qui ont comme seul but le profit. On va donc avoir une marchandisation de l'art, un aplatissement de la qualité artistique. On va avoir un petit peu partout les mêmes genres de théâtre, le même genre de pièces, le même genre de représentation. Et vous avez à côté les compagnies théâtrales qui ont peur. Elles ont peur, pourquoi? Parce qu'elles ont peur de ne plus avoir le droit au chapitre, de ne plus pouvoir proposer leurs choix artistiques. Et donc ça, c'est important parce que ces compagnies, quand elles vont voir arriver la politique fasciste, elles vont être contentes. Elles vont se dire, oh là là, on va nous sortir des griffes de ces capitalistes, puisque le fascisme, à la base, se veut anti-capitaliste. Donc on a un état du système théâtral très lourd à se modifier, qui reste vraiment en marge de toute la révolution théâtrale qui est en train de se passer en France, en Allemagne, en Angleterre et en Russie. L'Italie, vraiment, est arriérée. N'ayons pas peur des mots, excuse-moi Lorenzo, tu es un des rares Italiens dans la salle. Elle reste arriérée. Et pour faire un exemple, pour ce qui est des décors, alors qu'en France, en Allemagne, on a déjà les scènes tournantes, on a des scénographies extraordinaires, des jeux de lumière. En Italie, on en est toujours à des décors en carton-pâte. On est vraiment resté loin en arrière, alors que les Italiens étaient au XVIIe siècle étaient les rois de la scénographie. Alors, voici pour l'organisation. Maintenant, pour le type de théâtre, voici nos mattatori et nos dive. Alors, vous en voyez un, Ermete Novelli. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait un petit peu Mussolini, non? Il a un petit peu les yeux de Mussolini, ou plutôt Mussolini va s'en inspirer. Donc, on a Giacinta Pezzana, qui est habillée en vieille femme, Risidori, qui est habillé de façon exotique, et toujours ce Ermete Novelli. Donc, je n'y reviens pas, mais c'est un théâtre où ce qui compte, ce n'est pas le texte, ce sont les stars. Ce sont les stars qui tordent vraiment les textes. Mais en tant que genre, qu'est-ce que l'on a? On a un théâtre vériste, naturaliste, un théâtre bourgeois, un théâtre où on a ce qu'on appelle le fameux, c'est Mussolini qui parlera de ça, del famigerato triangolo amoroso, le triangle amoureux, le mari, la femme, l'amant ou la maîtresse, selon les cas. Donc un théâtre qui est répétitif, qui n'est absolument pas intellectuel, qui ne parle pas de la réalité, il n'y a aucun élément politique, et c'est un théâtre simplement passe-temps, un théâtre divertissement, et c'est un théâtre éminemment français. Là, on a les Sardou, toutes les pièces de Sardou, tous les vaudevilles français qui sont joués et qui ont énormément de succès. On a également ce qu'on appelle le théâtre de poésie, avec un auteur phare, D'Annunzio, dont je reparlerai tout à l'heure, Gabriele D'Annunzio, qui considère le théâtre comme un rite religieux. Et il revient à la tragédie antique avec donc des pièces comme Phaedra, la figlia di Iorio, la fille de Iorio, et Francesca da Rimini, qui est une des figures centrales de la culture italienne. On la retrouve chez Dante et chez d'autres. Mais donc un théâtre élitiste, On a également un double théâtre, le théâtre grotesque d'un côté, le théâtre futuriste,
Là, pareil, malheureusement, je ne rentre pas dans les détails. Mais alors, le théâtre futuriste, vous voyez, on les retrouve. Nos futuristes, on les retrouve. Je pense que vous connaissez ce mouvement. C'est un mouvement essentiellement artistique qu'on trouve en peinture avec Boccioni, Carrà et tant d'autres, mais également qu'on trouve dans le théâtre. C'était un théâtre, le théâtre futuriste, qui s'appelait il Teatro della Sorpresa, le théâtre de la surprise. C'était un théâtre qui voulait faire table rase, lui aussi, du passé, qui ne voulait plus jouer les grands noms, mais un théâtre qui se voulait provocateur, un théâtre qui était en fait une forme de plateforme politique. Et les spectacles se finissaient souvent en bagarre. On avait vraiment le public et les comédiens qui rentraient il y avait des heurts réels mais voulus. Et c'est un théâtre qui se porte vers le futur. Le futurisme, je n'ai rien inventé, je suis pas très... C'est pas une glose très intéressante, mais c'est un théâtre qui invente en fait la notion de phénomène, la notion pas de phénomène, comment dit-on, de happening. C'est vraiment le happening et créer quelque chose de nouveau. De l'autre côté, vous avez, dans les années 1915, le théâtre grotesque, dont le fer de lance est Pirandello. Pirandello, on le retrouve un peu partout. Et c'est un théâtre intellectuel, là aussi, un théâtre philosophique. Autrement dit, a mis le lieu de ce que veut faire le fascisme. C'est un théâtre qui réfléchit sur la fragmentation des individus, sur le fait que l'on est plusieurs personnes, le fait qu'on est... donc c'est un théâtre qui réfléchit à l'identité, un théâtre qui réfléchit à la construction des individus par la société, le fait que, par exemple, là, ce soir, vous me voyez, je suis seule devant vous tous, j'ai un masque, j'ai le masque de la conférencière, mais quand je sortirai, j'aurai un autre masque. Donc c'est un théâtre éminemment existentiel et qui ne reflète pas du tout l'époque, si ce n'est qu'elle reflète la crise des valeurs, psychologiques, si je puis dire, qui reflète la crise de la raison, comme on disait à l'époque. Donc voilà pour le type de théâtre que l'on a. Et on a un dernier type de théâtre dont on reparlera tout à l'heure, qui est le théâtre de variété, le cabaret. Ça marche énormément. Et on va le retrouver, contrairement aux autres qui disparaissent avec le fascisme, on va le retrouver pendant toute la période fasciste. Donc c'est un théâtre comique, un théâtre de revue, avec des jeunes femmes dénudées. Et là aussi, c'est le pur divertissement. Donc vous voyez, si on synthétise, on a soit un théâtre de divertissement, le théâtre bourgeois et le cabaret, et un théâtre intellectuel ou un théâtre engagé, mais pas engagé dans le sens politique, mais un théâtre, le théâtre futuriste. En même temps, on a cette fameuse concurrence du cinéma. Donc, quand le régime fasciste se crée, on a un théâtre italien qui est un petit peu moribond. On a une chute des fréquentations, on a les comédiens qui vont également vers le cinéma, parce que ça rémunère plus, parce qu'on devient plus célèbre, et on a par conséquent un certain chômage qui apparaît. On a le théâtre dans le sens de théâtre de prose, parce qu'aujourd'hui je ne vous parle pas du tout du théâtre lyrique, pas du tout. On a un côté social, et ça aussi c'est important à retenir. Parce que le fascisme, en arrivant, va vouloir redonner vie au théâtre. Et on peut dire que le fascisme fait renaître le théâtre. Fait renaître le théâtre. Avec un aspect social, je le maintiens, c'est-à-dire qu'il faut donner du travail au personnel des théâtres, et un côté culturel et bien évidemment de propagande. Donc, le fascisme va s'immiscer dans le monde théâtral pour le contrôler indirectement et directement. Indirectement dans un premier temps, très très directement dans le deuxième. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une organisation, toute une architecture pour encadrer le théâtre de sa production jusqu'à sa représentation. On va contrôler les artistes, on va contrôler les écrivains, on va contrôler les techniciens, on va brider les trusts, on va interdire les trusts. Ils arrivent, le régime fasciste arrive à faire tomber
tous les trusts qui dominent le monde théâtral. Hein. Et donc, il ne va plus y avoir d'intermédiaire. Hein. Il va y avoir le fascisme du début à la fin, et le fascisme va contrôler la formation des compagnies, le salaire des comédiens, des techniciens, etc. Donc vraiment, il y a une mainmise totale. Et pour l'anecdote, il y a une telle mainmise que la saison théâtrale, qui normalement commence en septembre, ici il y a beaucoup parmi vous qui sont sûrement abonnés à des théâtres aixois ou marseillais ou autres, eh bien la saison théâtrale va commencer à partir de 1936, elle commencera le 28 octobre, l'anniversaire de la marche sur Rome. Donc le début, et sachez que un petit peu comme après la Révolution française, le fascisme dit l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, à partir de 1922. Donc quand vous voyez an 15, c'est 22 plus 15. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps ? Dans un premier temps, toujours dans les années 20, le fascisme va vouloir créer un théâtre, enfin, au contraire, ne va rien vouloir créer, va vouloir prendre la suite de ce qui se passait, à deux niveaux, pour la censure et pour les subventions. Donc là, ça va être les deux grands piliers de cette première action du fascisme dans le monde du théâtre, la censure. Alors là non plus, le fascisme n'invente rien. Déjà dans l'Italie unifiée, on avait un royaume, puisque l'Italie est un royaume, qui veut contrôler la production théâtrale. Ça a été de tout temps, bien sûr, ça a été tout le temps, il y a eu différentes formes de fascisme, de censure. Mais la censure était faite par les préfets. C'était les préfets, donc la police, qui exerçaient la censure, et donc les préfets avaient, avaient des attributions et des missions extrêmement étendues. Le fascisme hérite de ce système, mais il va mettre de l'ordre. Le régime mussolinien va mettre de l'ordre et il va créer un bureau unique, l'Ufficio Unico, qui dépend du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Éducation. Donc ça arrive en 1926, donc vous voyez, assez rapidement. Donc les préfets, ce sont toujours les préfets qui vont donner leur feu vert, le nulla osta, qui vont donner la permission aux compagnies de jouer des textes. Et qu'est-ce que l'on remarque si on synthétise la censure? Qu'est-ce qui va être censuré? Eh bien, dans un premier temps, ça va être uniquement des éléments moraux. Ça va être uniquement les bonnes mœurs. On va vérifier qu'il n'y ait pas trop de choses qui heurtent les bonnes mœurs. Et donc, il n'y a aucune censure politique. Ce n'est pas l'aspect idéologique qui est regardé, mais essentiellement la volonté que les valeurs établies soient respectées. Donc je vous dis, c'est une des contradictions du fascisme. À la fois, il se veut moderniste et en même temps, il est très, très conservateur. Voilà. Donc il n'y aura pas de censure politique dans un premier temps. Pour ce qui est des textes, il y aura par contre une censure externe. C'est-à-dire que si un écrivain est connu pour être, si ce n'est antifasciste, du moins pas pro-fasciste, il sera censuré. Donc ça ne va pas être l'œuvre qui va être censurée, mais on va frapper des personnes antifascistes ou non alignées, et on va y revenir. Donc c'est une forme d'ostracisme. On empêche, sans que ça soit vu comme un acte politique. Autrement dit, la censure n'est pas centralisée, puisqu'elle dépend des préfets. Et c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que d'une région à l'autre, d'une province à l'autre, puisque l'Italie est divisée en plusieurs provinces, on n'a pas les mêmes préfets. Et donc on n'a pas les mêmes critères, puisqu'il n'y a aucun critère strict. Il n'y a pas de ligne directrice. Et donc on va arriver parfois à des absurdités, c'est-à-dire que dans certaines régions, une pièce sera autorisée, mais pas dans l'autre. Donc, on a vraiment une forme d'amateurisme, ça serait exagéré, mais en tout cas, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de projet clair. Cette disparité empêche une fluidité qui arrivera petit à petit.
L'autre inconvénient, c'est qu'on n'a pas assez d'agents. On n'a pas assez d'agents pour faire la censure, puisqu'il y a une censure en amont, on lit les textes, mais il y a aussi une censure quand on va voir la pièce de théâtre. Et donc, il n'y a pas assez d'agents pour être dans toutes les dans toutes les salles de théâtre pour regarder ce qui se passe. Donc, on a un manque de moyens évident. On a également, face à ces manques de moyens, une autre source de censure. Quelle va être l'autre source de censure, à part celle des préfets et des agents des fonctionnaires? On va avoir la critique théâtrale. La critique théâtrale va se faire le relais des préfets et, par les critiques négatives qu'elle peut faire, va créer une forme de censure. On va avoir également le qu'en dira-t-on, les rumeurs. Les rumeurs, c'est-à-dire, il va y avoir un petit peu aujourd'hui, comme sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est des constantes. On va payer des gens pour critiquer un spectacle pour qu'il n'y ait plus de spectateurs. Donc, on n'interdit pas le spectacle, mais on lui fait mauvaise presse. Également, il va y avoir des dépôts de plaintes, des associations notamment catholiques, des associations catholiques, des plaintes de citoyens auprès des préfets pour s'ériger contre certaines pièces de théâtre. Donc on a ce faisceau, mais encore une fois, c'est quelque chose de bancal. De l'autre côté, les compagnies, les comédiens vont trouver des moyens pour éviter la censure. Alors qu'est-ce que ça peut être ? La première solution, c'est appeler Mussolini. Écrire à Mussolini, en direct, la ligne directe. Car Mussolini était un amateur de théâtre, il dit dans un premier temps qu'il préfère largement le théâtre au cinéma, et donc Mussolini peut aller contre l'avis des préfets. Il peut aller contre l'avis des préfets et donner une autorisation, donc en passant par-dessus les préfets. L'autre façon de contourner la censure est beaucoup plus subtile, c'est que on me censure, et quand je dis censure, attention, ce n'est pas forcément empêcher, ça peut être censurer un texte, couper certaines répliques, effacer certaines répliques, modifier des titres, pour qu'il n'y ait pas certains mots, qu'il n'y ait pas le mot liberté, qu'il n'y ait pas le mot, qu'il n'y ait pas trop souvent le mot famille, parce que ça pourrait être mal vu, parce qu'on pourrait croire que c'est tourné en dérision. Et donc, quelle va être la solution de contourner la censure ? Eh bien, le jeu théâtral, c'est-à-dire des mimiques, des façons de prononcer, le ton que l'on va employer, le costume, les accessoires. Et ça, ce n'était pas prévu dans le texte initial. Donc on voit que dans un premier temps, il y a une adaptation des compagnies, des comédiens, pour éviter cette censure. Je reviens sur un cas précis de censure particulier. C'est un écrivain un dramaturge qui s'appelle Roberto Bracco, qui était le grand dramaturge des années 10 en Italie, qui avait même été pressenti pour avoir le prix Nobel, pour avoir le prix Nobel de littérature, qui lui est passé sous le nez, qui a été donné en 1924 à Grazia Deledda, une grande écrivaine sarde. Alors tant mieux, une femme, mais en fait, si on regarde de près, c'est que le Parti national fasciste a tout fait pour qu'il ne l'ait pas. Donc c'est la première fois qu'on a un gouvernement qui, au lieu de soutenir un de ses écrivains, le combat. Pourquoi ? Parce que Bracco était ouvertement antifasciste. Je passe les détails, mais il s'était présenté aux élections en 1924 contre le groupement de Mussolini. Donc c'était un ennemi, l'ennemi à abattre. Et donc il va faire partie de ces écrivains qui ne vont plus pouvoir travailler, parce que toutes leurs pièces vont être interdites. Là, vous avez par exemple une demande pour jouer une pièce de Roberto Bracco, et vous voyez respinto, rejeté. Donc il ne peut pas jouer. Et ça va aller encore plus loin. En 1929, une grande actrice, Emma Grammatica, qui était la favorite de Mussolini, qui était une fervente italienne, c'est-à-dire une fervente fasciste, va tout faire pour faire revenir Bracco sur le devant de la scène et
par son intermédiaire, une pièce de Bracco va pouvoir être jouée. Mussolini donne son feu vert. Et c'est une pièce de 1917, autrement dit, antifascisme. Et cette pièce, qui s'appelle I Pazzi, les fous, va avoir un succès phénoménal à Naples. Et donc, Bracco semble revenir dans les grâces du public, si ce n'est que la police va intervenir. La police va tout faire pour que les Bracco ne soient plus joués. Et quand il est à la représentation de cette même pièce à Rome, quelques temps plus tard, il va y avoir des squadristi, c'est-à-dire des fascistes de la première heure, des escadrons fascistes, les chemises noires, qui vont perturber le théâtre, la représentation, pardon, qui vont s'en prendre aux comédiens, s'en prendre au public, pour que la pièce s'arrête. Donc on voit cette censure, même sur une pièce qui n'a rien à voir avec le fascisme, qui n'est pas antifasciste, mais parce que son auteur est antifasciste. Donc cet événement, ce n'est pas une anecdote, parce que c'est vraiment un moment un tournant. Le monde culturel est traumatisé par ceci. Pourquoi ? Parce qu'on a un gouvernement qui ne réagit pas face à cette violence. Mussolini, face à ceci, ne réagit pas. Et donc on voit que c'est la base, que ce sont les éléments les plus radicaux qui changent la donne. Silence du gouvernement qui aurait pu dire non, mais c'est interdit ce que vous faites, surtout que Bracco avait eu une subvention pour cette pièce. Ce sont les éléments radicaux qui créent l'intimidation et donc qui créent l'autocensure. On va y revenir tout à l'heure. Donc on a vraiment un moment de rupture, comme je l'ai dit, et on comprend bien, les écrivains et les comédiens comprennent bien que la politique est supérieure à l'art. Donc il va y avoir un troupeau, si je puis dire, un troupeau de comédiens et d'auteurs qui vont suivre la ligne du parti. Donc, c'est vraiment une première. Il n'y avait jamais eu d'œuvre qui avait été retirée de l'affiche à cause de heurts dans la salle. Donc, on arrive à la deuxième phase dans la censure. Après ce moment de rupture, on va avoir une rationalisation de la censure. On va avoir non plus des préfets à droite et à gauche, mais on va avoir un seul endroit, un seul préfet qui va tout gérer. Alors bien sûr, il va se faire aider par tous les préfets de France, de France bien sûr, d'Italie. Ça sera cette personne que vous voyez, Leopoldo Zurlo, qui de 1931 à 1943 va être le chef de la censure. Et c'était un fonctionnaire de l'Italie libérale qui va passer sans problème de l'Italie libérale à la dictature. Et il disait lui-même qu'il était immunisé contre les idées fascistes et qu'il n'était pas là pour juger la loi, mais pour la faire respecter. Banalité de la censure. Et donc, il va être un censeur zélé et un censeur très très intelligent, car il ne veut pas être du tout répressif. Il ne va pas être répressif. Voici sa définition de la censure. Il disait que la censure n'était pas un ensemble de lois et de normes à appliquer au pied de la lettre, mais un état d'esprit, quelque chose d'impalpable qui circule dans l'air, un rapport qui n'est pas exclusivement répressif, qui s'instaure entre pouvoir et auteur. Autrement dit, Zurlo va appliquer cette loi qui, entre nous, était d'un flou total. Le seul élément à respecter, c'était que l'œuvre ne soit pas dommageable à la société et qu'elle ne représente pas un danger public. C'est tout. Il n'y a aucun autre critère. Donc c'est vraiment à l'appréciation de Zurlo. Donc Zurlo va être un très bon censeur. Pourquoi ? Parce qu'il ne se présente pas comme fasciste. Donc, il va être estimé, il va être vu comme neutre, comme fiable par les écrivains et les comédiens. Et donc, le régime va utiliser cet aspect-là. C'est une qualité presque de ne pas être fasciste. Et il va être intelligent, pourquoi ? Parce qu'il va donner des conseils. En fait, il va remplacer le mot censure par conseil. Il va donner des conseils aux comédiens. Si vous voulez jouer, écrivez plutôt ceci, évitez cela. Donc, il va accompagner
les écrivains. Il ne va pas être répressif. Et il va être tellement subtil, tellement efficace, qu'en amont, les auteurs vont lui demander conseil. Donc, c'est une forme déjà d'autocensure. C'est une forme claire d'autocensure. Et on peut presque dire, pour faire une plaisanterie, qu'il est le co-auteur de beaucoup de textes. Il a écrit en même temps que les auteurs. Et pour vous donner un peu une idée de son travail, en 13 ans, il aura lu 18 000 œuvres. Donc c'est énorme. Et sur les 18 000, enfin pour être précise, 17 550, 15 700 vont être autorisés. Donc c'est énorme. 1000 rejetés et 630 suspendus. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Ça veut dire qu'il a bien travaillé avant. Ça veut dire que les auteurs se sont eux-mêmes censurés. Pour être joués, ils se censurent naturellement. Voilà. Donc cette censure, elle est officialisée, mais elle est large, si je puis dire. Et quels vont être les sujets interdits? Toujours les mêmes. Tout ce qui peut heurter les bonnes mœurs, mais aussi tout ce qui peut heurter les fondements du fascisme, autrement dit l'image de la patrie, l'italianité, tous les événements de la conquête fasciste, également tout ce qui a trait à la démographie, à la bataille démographique, ça nous rappelle quelque chose, il faut s'armer démographiquement, a dit une certaine personne il n'y a pas très longtemps, tout ce qui peut aller contre la maternité, l'angelo del focolare, la femme est l'ange du foyer, tout ce qui peut aller contre l'idée de l'autarcie, etc. Donc tous les fondements, tous les fondamentaux du fascisme. Également, ce qui va être censuré, ce sont tous les personnages baccati. Baccati, c'est horrible comme terme. Ça veut dire, un bacco, c'est un verre. Donc baccato, ça veut dire pourri. Et quels vont être les personnages baccati? Les socialistes, les alcooliques, les homosexuels et bientôt les juifs. Donc on va avoir toute une sorte de personnages qui vont être interdits, ou en tout cas interdits quand ils sont positifs. Quand ils sont, quand ils sont montrés sous leur mauvais jour, au contraire, on en parle. Et il faut également remarquer qu'il va y avoir une censure qui va aller très loin, parce que certains textes vont être modifiés après les années 1938. 1938, c'est l'année des lois raciales, où les juifs sont interdits de pratiquer l'enseignement, etc. Et de beaucoup de choses. Et donc, ça va aller très loin parce que certains personnages de pièces de théâtre qui sont des personnages négatifs, alors qu'ils ne sont pas juifs du tout dans la pièce, vont devenir juifs. Pour justement que ça soit vraiment le bouc émissaire, l'ennemi premier. Donc on a vraiment une volonté de créer des œuvres très manichéennes, et d'enlever toutes les voix discordantes, toutes les voix dissonantes. Et on a la même chose, bien sûr, dans le cinéma et dans la presse. Donc voilà pour la censure. Les subventions, je vais un peu vite parce que je vois que le temps tourne. Les subventions, c'est aussi l'autre arme. L'autre arme du théâtre fasciste, du régime fasciste. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune subvention d'État. L'Italie unifiée de la fin du XIXe siècle n'a jamais donné un kopek, en tout cas une lire, aux compagnies théâtrales. C'était uniquement des capitaux privés. Mussolini va changer la donne. Mussolini et ses ministres vont changer les choses. Il va y avoir une subvention d'État. Alors, de la même façon que Mussolini ne voulait pas d'art d'État, il ne va pas vouloir de théâtre national. Il ne va pas vouloir de théâtre d'État, malgré les demandes insistantes de dramaturges comme Pirandello et son fils, de grands critiques de théâtre, Silvio D'Amico, qui est Monsieur Théâtre de l'époque, qui a écrit toute une histoire du théâtre italien et qui a créé plusieurs revues comme celle dont on parlera à la fin, Scenario. Il n'a jamais voulu. Il n'a pas voulu de faire de théâtre national, pas pour les mêmes raisons, mais simplement pour des raisons financières. Donc les subventions qui vont être accordées vont être une forme de mécénat, mais un mécénat paternaliste. Un mécénat paternaliste et un mécénat qui va se présenter
comme une possibilité de liberté. Je vous finance et vous êtes libre. Mais c'est faux, ce n'est pas une liberté, parce que les subsides, les subventions vont aux compagnies, aux auteurs qui écrivent des textes où les thèmes chers au fascisme sont abordés. Et donc on a des subventions qui ne permettent pas du tout l'innovation. Et c'est une sorte de contradiction, moi je trouve, parce que, comme on l'a vu en introduction, le régime fasciste voulait que la culture, en tant que production artistique, participe à la création d'une nouvelle civilisation, à la création d'une nouvelle Italie. Donc, s'il y avait si le régime fasciste était allé jusqu'au bout de cette pensée, il n'aurait pas donné des subventions à des écrivains alignés ou des écrivains indifférents. Il aurait donné des subventions à tout le monde pour que l'écrivain soit véritablement actif au sein de la société, pour que l'écrivain ait une fonction sociale. Or, ce n'est pas le cas. On a vraiment un système, là aussi, conservateur de subventions, pour ce qui est des subventions. C'est vraiment quelque chose de très bureaucratique. Alors là aussi, ça dira peut-être... ça rappellera quelque chose à certains présents dans la salle, mais les demandes de subventions sont une épopée pour les compagnies. Les dossiers à remplir sont très longs. On demande énormément de documents, énormément de détails. Il faut les donner des mois et des mois à l'avance. Donc, ça freine beaucoup de compagnies qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le temps de faire tout ceci. L'autre élément, pour ce qui est de ces subventions, c'est qu'on n'a pas d'organisme unique. En fait, les subventions viennent de partout, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation. On n'a donc pas de centralisation. Et on a dans les commissions, on a un petit peu... on a un éventail de personnes impressionnant. On a des membres du parti fasciste, on a des membres des différentes corporations, on a des membres des syndicats, on a des membres de compagnies, etc. Donc forcément, on a des conflits d'intérêts. On a forcément des conflits entre les différents représentants. Comment ces subventions sont-elles... Où trouve-t-on l'argent ? C'est une sorte de boucle. C'est-à-dire qu'on a des taxes sur les billets d'entrée, on a des taxes pour les personnes qui ont des loges dans des théâtres, on a des taxes pour les abonnements à la radio, et donc une partie minime de ces taxes vont être données en tant que subvention. Autrement dit, on prend à Pierre pour donner à Paul. On prend à Pierre pour redonner à Pierre, en fait. Donc, on a une partie infime, et ces subventions sont vraiment, ne sont pas à la hauteur face à la crise dont on parlait tout à l'heure. Et on a également un déséquilibre total. Je vous ai dit qu'on ne parlerait pas d'opéra, mais là, je vais en parler 2 secondes. L'opéra, le théâtre lyrique, va être largement plus subventionné. Par exemple, j'ai oublié l'année, mais une année, le théâtre va obtenir 800 000 lires, tandis, alors il faut rapporter ça à la valeur de la lire de l'époque, tandis que l'opéra lyrique va obtenir 8 millions. Donc beaucoup plus. C'est cohérent. Pourquoi ? Parce que l'opéra lyrique a beaucoup plus de succès en Italie et à l'étranger. C'est la marque de fabrique artistique de l'Italie. À l'étranger, très peu de personnes connaissent des dramaturges italiens. Par contre, l'opéra, tout le monde le connaît. Donc là aussi, il y a des calculs. Voilà. Donc pour finir, on a un système de subvention qui est totalement inefficace. Et qui surtout, et c'est ça qui pour moi est le plus important, ne permet pas une création innovante. Parce qu'on a vraiment une frilosité des artistes qui vont se compromettre, qui vont s'autocensurer, qui vont aller vers ce qu'on attend d'eux. Donc il n'y a pas de création. Et on remarque aussi que malgré la mode des cabarets dont je parlais tout à l'heure, les cabarets, tout ce qui a trait donc au divertissement, ce qu'on appelle le théâtre di varietà, n'a aucune subvention. Alors que c'est le genre le plus à la mode. Donc on a ce système croisé,
censure, subvention, le bâton et la carotte, qui va permettre, qui, au contraire, ne va pas permettre au théâtre de renaître. Le théâtre professionnel, j'entends. On ne va pas avoir de théâtre fasciste de qualité. On va avoir un théâtre banal, conformiste, et on n'a pas de grands noms qui sortent. On n'a aucun grand nom. Qui connaît encore aujourd'hui Gerardo Gerardi? Personne, si ce n'est qu'on le connaît peut-être en tant que scénariste de cinéma. C'est lui qui a écrit Il ladri di biciclette, le voleur de bicyclette, etc. Mais on n'a pas de grand nom. Pirandello, il meurt en 1936, donc il est en plein dans la période fasciste. Mais on ne peut pas dire qu'il est représentant du théâtre fasciste. Donc pour ce qui est de la production théâtrale professionnelle, on n'a pas de théâtre fasciste. Donc on n'a pas de théâtre fasciste. L'autre, après la censure et les subventions, on voit également qu'il va y avoir, et là je passe un petit peu vite, on pourra en parler tout à l'heure si ça vous intéresse, mais on va avoir la création d'institutions, notamment ce qu'on appelle le corporatisme. Alors le corporatisme, c'est là aussi la marque de fabrique du fascisme. Le fascisme a voulu créer des corporations pour éviter la lutte de classe dans le monde de l'économie, dans le monde de l'industrie et dans le monde du spectacle. On va avoir des corporations qui vont se créer où il va y avoir des représentants des patrons, des représentants du personnel et au milieu de tout ça, bien sûr, des représentants du parti fasciste. Et la personne que vous voyez, c'est Giuseppe Bottai, qui est le ministre de la corporation, parce qu'il va y avoir carrément un ministère du corporatisme, des corporations, et il va y avoir 22 corporations, dont celle du spectacle, où il va y avoir théâtre, radio, cinéma et sport. Le sport est considéré comme un spectacle, et de fait, parfois, il a beaucoup plus de succès que le théâtre en lui-même. Donc, ce corporatisme, ce ministère des corporations, va donner la part belle, en la personne de Bottai, au spectacle. Bottai était un grand homme de culture. Il voulait vraiment défendre la culture, et malgré les crises économiques, il va essayer d'appuyer le monde du théâtre, le monde du spectacle au sens large. Et on va avoir de sa part la volonté de créer, non, il ne va plus essayer de toucher l'écriture de texte, mais d'encadrer et de recréer le théâtre en ce qui concerne l'architecture, créer des nouveaux théâtres, la formation des comédiens, pour sortir du divisme, des jeux outranciers des grands comédiens. Également pour faire des formations à la mise en scène, car comme je l'ai dit tout à l'heure, la grosse lacune du théâtre italien, c'est la mise en scène. D'ailleurs, le mot n'existe pas en italien. Il apparaît uniquement en 1932. Le mot de regista apparaît en 1932. Et il apparaît en 1932, donc en plein fascisme. Ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que c'était une volonté d'italianiser des termes étrangers. En l'occurrence, le terme régisseur. On parlait de régisseur, de metteur en scène, mais là on invente ce mot, on invente le mot regista, qui est resté. Alors que beaucoup d'autres mots inventés par le fascisme pour italianiser des mots étrangers sont passés aux oubliettes. Donc on a la création de musées, de bibliothèques. Donc on essaie vraiment de faire tout un appareil pour permettre à l'art dramatique de se développer. Mais ça ne marchera pas. Là non plus, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de lourdeur administrative. Il y a là aussi des conflits internes entre les différents membres de ces corporations, puisque vous avez les propriétaires de théâtre, les comédiens, etc. Et donc, forcément, les propriétaires de théâtre n'ont pas envie qu'il y ait des spectacles à bas prix, parce qu'ils veulent continuer, malgré le contrôle étatique, ils veulent continuer d'engranger de l'argent. Donc on a una corporazione dello spettacolo qui
ne peut concrétiser réellement ses ambitions. Vous avez notamment un ingénieur qui s'appelait Ciocca, j'ai oublié son oui, Gaetano Ciocca, qui avait prévu de créer un théâtre de 20 000 places. On verra pourquoi. On ne lui donnera pas la possibilité de le faire. Alors que vous avez en même temps en Allemagne des ingénieurs comme Gropius qui vont créer le Total Theater, qui est un théâtre monumental, qui ne pourra pas être fait parce qu'il y a la guerre qui arrive, la Seconde Guerre mondiale qui arrive, mais on n'a pas cette envergure en Italie. Et au-delà du fait qu'il n'y ait pas cette envergure, il y a aussi une raison très, très concrète, c'est l'argent. C'est l'argent qui manque. C'est l'argent qui manque, parce que malgré toute l'ambition de Mussolini, Mussolini lui-même dit « ça ne sert à rien de créer de nouveaux édifices. On n'a pas besoin de nouveaux édifices. Ce qu'il faut, ce sont des écrivains. Il faut qu'il y ait le grand poète qui arrive et qui crée le véritable théâtre. Le reste viendra après. » Donc on voit que beaucoup d'ambition, peu de projets. De la même façon qu'il y a beaucoup de théorisation. Il y a beaucoup de congrès, là je passe parce que ça nous emmènerait trop loin, mais il y a beaucoup de congrès pour dire ce que doit être le théâtre. Mais on ne passe pas la rampe de la théorisation. Voilà. Donc, pour conclure sur ce point-là, avant de voir quel type de théâtre on avait, on peut voir que le système se met en place, a du mal à réellement exister, et devant ceci, le régime fasciste va comprendre qu'il faut faire appel non plus aux grands écrivains, mais à la population. Il va donc y avoir, on va lancer la notion, de propagande. Il comprend que l'incitation, la censure ne suffit pas, qu'il faut passer à la propagande subtile, là aussi, enfin, ils vont essayer, pour dépasser les différentes cultures en Italie, pour vraiment insuffler toutes les valeurs politiques. Et j'en parlais tout à l'heure, il faut voir aussi, c'est pas un hasard, que dans ces mêmes années, on a un texte fondateur dont beaucoup d'hommes politiques se servent encore, et beaucoup d'industriels aussi. C'est le livre de... comment s'appelle-t-il Barney, Edouard, Propaganda. Barney, voilà. De 1928. Donc, comment amener les gens à accepter différentes choses. Donc, on va avoir la propagande qui va se faire à travers le théâtre. Et on en arrive à notre théâtre. Alors, quel type de théâtre on va avoir ? On va avoir un théâtre qui va copier, si je puis dire, dans un premier temps, qui va copier la politique. C'est-à-dire qu'on a en Italie, pour la première fois, comparément à d'autres nations, on va avoir une théâtralisation de la politique, une théâtralité de la politique. C'est-à-dire que Mussolini va bien comprendre que pour convaincre les masses, parce que là aussi c'est l'époque où la notion de masse, de foule apparaît, pour convaincre les masses, il faut jouer, il faut créer une scénographie. Et ce n'est pas Mussolini qui va l'inventer, c'est son ami D'Annunzio qu'on a rencontré tout à l'heure. Gabriele D'Annunzio, outre le fait qu'il était un écrivain, un poète, un dramaturge, c'était aussi un grand soldat. Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il est par exemple passé au-dessus de Vienne. En avion, il a jeté des dépliants pour démoraliser les Autrichiens et pour leur dire qu'il va falloir qu'ils s'habituent à perdre. Et ce D'Annunzio, qui est appelé le comandante, il va haranguer les foules. Là aussi, je n'en parle pas parce que ça, c'est pas le lieu, mais une fois la guerre finie, une fois la Première Guerre mondiale finie, en 1918, le 4 novembre pour les Italiens appellent cette victoire la victoire mutilée, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas eu gain de cause, ils n'ont pas récupéré les terres qu'ils ont perdues, les terre irridenti, l'Istrie, la Dalmatie. Et donc, D'Annunzio va aller à Fiume, la ville de Fiume, aujourd'hui Rijeka, pour l'occuper, pour dire elle est italienne. Les habitants de Rijeka, de Fiume, veulent qu'elle soit italienne. Et il y reste à peu près un an. Et pendant
pendant cette prise de fiume, il va haranguer les foules comme on le voit ici. Donc il va se mettre en scène, il va avoir un style, c'est un histrion, mais pas dans le sens négatif, c'est un vrai comédien, mais il incarne ce qu'il dit, et il a une vision spirituelle de la poétique, une vision mythologique de la poétique. Et il va largement influencer Mussolini, qui, de fait, va créer les bains de foule, va créer le théâtre, la politique théâtre, et qui va se mettre en scène, qui va scénographier toutes ces prises de parole. Et là aussi, on peut faire une référence à un écrit de 1947 de Victor Klemperer, qui a réfléchi au langage du Troisième Reich. Et on peut dire la même chose pour Mussolini. Il y a vraiment cette esthétisation de la politique, le fait que toute prise de parole, le corps, les gestes, les postures, le fameux menton galoche de Mussolini, tout ça permet de créer un spectacle et donc de faire de la masse une masse de spectateurs, mais également d'acteurs. Ils deviennent émotivement des acteurs, ils perdent toute volonté, tout libre arbitre, toute pensée, toute capacité à penser, pour suivre le livret, si je puis dire, les répliques de Mussolini. Et Mussolini avait lu la psychologie des foules de Gustave Le Bon, et il a utilisé toute cette rhétorique, toute cette théorie sur la possibilité de manipuler les foules, de faire qu'elles soient plus violentes, mais qu'elles soient, grâce à des rituels, qu'elles soient embrigadées, qu'elles suivent ce qu'on leur dit. Pardon. Donc l'émotion remplace la pensée. Et donc d'autres exemples, on voit dans des arènes, l'Italia fascista, on le voit aussi à droite dans les arènes de Milan. Il parade comme Bénure, comme les gladiateurs de l'époque. Donc on a vraiment cette magniloquence qui se développe. Et outre les bains de foule, outre les foules présentes, on a aussi une vie quotidienne qui va être un spectacle continu. Là, je n'ai pas fait de photos, mais on a des grandes inscriptions partout sur les murs. Il duce ha sempre ragione, obbedire, combattere, puis credere, obbedire, combattere, partout. Donc on a des slogans, on a qu'on lit tout le temps, on a des escadrons d'avions qui passent dans le ciel. Ça ne s'arrête pas. La vie de tous les jours est sous le sceau du fascisme. Et les Italiens sont invités à participer à ces rites afin qu'il y ait une fusion, mystique. Donc cette longue parenthèse sur la théâtralisation de la politique pour dire que le premier type de théâtre qu'on va voir, c'est un théâtre politique. C'est un théâtre de masse. Et je reviens à ma date de 1933 dont je parlais tout à l'heure. En 1933, donc dans un grand discours au Teatro Argentina pour fêter les 50 ans de la Société des auteurs italiens, Mussolini va pour la première fois parler de théâtre de masse. Donc vous voyez, il met un certain temps quand même à parler de ça. Et il va dire qu'il faut sortir du théâtre bourgeois pour créer un théâtre de masse. Et il dit, il invite pour la première fois les écrivains à écrire pour soutenir le fascisme. Jusqu'à présent, ils s'en étaient abstenus. Donc là, il y a une invitation. Et cette invitation va faire trembler des intellectuels comme Pirandello et d'autres qui ne veulent pas que la politique s'immisce dans l'art. Et là, c'est une invitation claire et nette. Il s'adresse aux écrivains et leur dit « Faites en sorte que les expressions collectives se manifestent au niveau théâtral et vous verrez que les théâtres se rempliront. » Donc il dit le public a besoin que l'on parle de ses passions collectives, de ses expressions collectives, de ses idéaux politiques. Et donc il parle vraiment de théâtre de masse. C'est lui qui utilise cette expression, le théâtre de masse. Et quels vont être les arguments choisis ? Eh bien des textes du répertoire italien.
des textes donc classiques, des textes qui chantent l'Antiquité. Il va reprendre des tragédies du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, qui mettent en scène l'Italie antique. Donc on voit qu'il y a là encore un conservatisme. Ce qui fait le théâtre fasciste dans ce cas-là, c'est la mise en scène. Ce ne sont pas les textes. Les textes, c'est le répertoire passé. Donc on n'a pas d'innovation là non plus. Mais c'est vraiment le fait de se regrouper. Là, je vous ai mis 2 exemples. Dans le Colisée de Rome et dans les thermes de Caracalla, toujours à Rome. On fait des spectacles grandioses. On montre la force du gouvernement. On va même jusqu'à inonder les arènes de Milan, comme ça se faisait pendant la Rome antique, quand on faisait les batailles navales dans le Colisée. Donc on a vraiment en fait, c'est le spectacle qui compte, ce n'est pas tant le texte. C'est le spectacle, toujours pour enrôler le public et pour célébrer la grandeur italienne. À côté de ces reprises de textes, on a aussi, toujours dans ce théâtre de masse, des créations. On a une création en 1934, un texte qui s'appelle, un spectacle qui s'appelle 18 BL. Le 18 BL, s'il y a des amateurs de camions parmi vous, c'est un modèle Fiat, celui que vous voyez ici. Et donc, en fait, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par 8 écrivains, et c'est pour ça que la critique, pour se moquer, a dit c'est pas un théâtre de masse, c'est une masse d'auteurs. Et c'est ce qu'on appelle un colossal, avec un K. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent des péplums pour le cinéma. C'est un grand spectacle qui devait incarner l'âme fasciste. Et le personnage principal de cette pièce, ce ne sont pas des individus, c'est ce camion, le 18 BL. Et c'est un spectacle très long, qui se fait sur les bords de l'Arno à Florence, sur une pièce, un plateau de 250 mètres de long. Donc c'est énorme, et qui est en 3 tableaux pour traduire l'épopée du fascisme. Les premiers temps, la Première Guerre mondiale, où il y avait l'origine du fascisme, où on voit ce brave petit camion qui vient sauver un bataillon de soldats italiens. Là, le deuxième tableau, on voit le camion qui permet de venir aider les chemises noires qui vont battre les salles communistes qui occupent une usine, et le camion qui accompagne la marche sur Rome. Et enfin, le dernier tableau, le camion qui est en fin de vie et qui participe aux grandes entreprises du fascisme, parmi lesquelles l'assèchement des marais près de Rome. Donc, on a cet emblème. Ce spectacle est un échec total. D'une part parce que c'est trop immense, on ne voit rien, mais aussi pour le contenu. Et là, Mussolini se rend compte que la propagande, par ce biais-là, ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler, en fait, des éléments du fascisme en lui-même. C'est contre-productif, ça devient ridicule. Donc on a ce théâtre de masse lancé par Mussolini lui-même, et on va avoir 3 autres éléments, je me dépêche, qui vont être ce qu'on appelait les chars de Thespis, i carri di Thespi, qui là aussi ne sont pas une véritable innovation. C'était ce qu'on appelle le théâtre ambulant, une invention. Les origines, on s'en fiche, mais en tout cas, un théâtre qui était très, très développé en France avec Firmin Gémier, le théâtre ambulant. Je l'ai mis au milieu, le théâtre national ambulant Gémier. Et c'était en fait un théâtre qui se déplaçait. Donc c'était un théâtre populaire pour amener le théâtre auprès du public. Et un intellectuel qui s'appelle Forzano va reprendre cette idée. Et pourquoi ça s'appelle le char de Thespis ? C'est que Thespis est vu comme l'inventeur, donc c'est un auteur grec, qui était soi-disant l'inventeur de la tragédie et qui a mené les théâtres dans les différentes villes de l'Attique. Donc on voit là encore la volonté de se référer à l'Antiquité, toujours cet ancrage dans la période antique, toujours la période de l'Empire romain. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va encore avoir des textes classiques,
On va avoir des textes du répertoire classique. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'on a le théâtre qui va vers les Italiens. On a le théâtre qui va dans tous les coins reculés de l'Italie, de toute l'Italie. Or, l'Italie était unifiée, mais ne se sentait pas unie. Et donc là, on voit le gouvernement qui va vers le public. Et on a donc une concrétisation d'une des promesses, pas de campagne, parce qu'il n'y a pas eu de campagne, mais d'une des promesses de Mussolini, c'est-à-dire, un de ses slogans, c'était andare verso il popolo, aller vers le peuple. Et c'est ce qu'il fait. Et donc, on a vraiment ces cari di Tespi qui sont vécus comme des vrais moments de joie, des vrais moments d'unité, de communion entre les habitants, et les habitants qui se sentent reconnus, qui sont pris en considération et qui sortent aussi, bien sûr, de leur quotidien de travail. Donc, on a vraiment une façon d'amener une propagande, mais intelligente. Une propagande intelligente parce que ce ne sont pas des textes de propagande. Ce qui est propagandiste, c'est le fait d'aller vers le public. Et il faut voir qu'on a des centaines de milliers de spectateurs. On a vraiment, ça touche des franges insoupçonnées de la population. Et un dernier petit élément, c'est que ça se passe essentiellement l'été. Donc là aussi, ça peut sembler une anecdote, mais non, parce que pendant l'été, il y a la saison théâtrale est terminée. Donc ça permet aux comédiens de travailler l'été. Donc vous voyez, et ils sont payés, les comédiens. Donc là aussi, il y a un aspect économique. C'est une vision assez globale. À côté de ces cari di Tespi, on a également l'action de l'Opera Nazionale dopo lavoro, l'œuvre nationale du temps libre. Là aussi, c'est une invention italienne, copiée de ce qu'ont pu faire les États-Unis. Mais c'est que dès 1923, on a la journée de 8 heures qui est votée. Et donc, il faut occuper le temps libre des Italiens. Il faut nationaliser le temps libre. Il ne faut pas qu'après leur travail, les Italiens puissent aller lire des ouvrages antifascistes ou ne fassent rien. Donc on va avoir une série de opere, c'est-à-dire d'associations, pour encadrer la vie des Italiens. Et donc, d'une part, les encadrer, mais aussi contrebalancer tous les cercles non fascistes, autrement dit, les cercles socialistes. Parce qu'il y avait beaucoup de cercles d'assistance, des cercles d'éducation créés par le Parti socialiste. Donc là, il va y avoir une substitution, une absorption de ces cercles socialistes ou même catholiques par l'Opera Nazionale dopo lavoro. Je vous ai mis quelques illustrations. Donc on voit les jeunes filles, les giovani italiane, i balilla, dont je vous parlais tout à l'heure, mais on n'aura pas le temps de les voir, le sport. Donc vous voyez, ça nous rappelle quand on voit aujourd'hui des choses qui se passent en Chine, mais c'est exactement pareil. On pouvait gagner des médailles. Donc il y avait vraiment toute une organisation. Et dans cette Opera Nazionale dopo lavoro, on va avoir l'incitation à l'écriture de textes. Et c'est là où on va avoir en fait le véritable théâtre fasciste. C'est-à-dire qu'il va y avoir des concours d'écriture pour qu'on écrive des textes, des pièces de théâtre. Et là, vous allez avoir des auteurs qui ne sont pas professionnels, mais des auteurs de toutes les franges de la population, du paysan à l'avocat, au médecin, de tous les sexes, femmes, hommes, de toutes les positions dans la société. Et donc, on va avoir une production, mais phénoménale, et bien sûr de piètre qualité. Il y aura vraiment des textes qui seront tellement élogieux, tellement à la solde du fascisme pour pouvoir développer toutes les valeurs fascistes, que ce sera au niveau théâtral un théâtre de piètre qualité. Et donc on aura des personnages manichéens, un style trop simple, des trames trop simples. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ces textes vont être joués dans toute l'Italie par les compagnies amateurs, les filodrammatiche. Et vous avez donc des compagnies
comédiens amateurs qui vont en fait se faire le porte-parole de la pensée fasciste. Et donc, ça a un succès, enfin, ça imprègne vraiment les mentalités. Et on va avoir là aussi des thèmes centraux, bien évidemment, le Duce, qui sera comparé à Moïse, à Jésus, à Garibaldi, Garibaldi qui est un des créateurs, des artisans de l'unité italienne. On va avoir également des textes mystiques, religieux, où la notion de rédemption va être centrale, c'est-à-dire que le peuple italien, grâce à la Première Guerre, grâce à Mussolini, sort de l'obscurité, il est racheté. Il y a une pièce qui s'appelle Redenzione, donc rédemption en termes religieux. Également la rédemption de ceux qui étaient socialistes et qui comprennent qu'il faut être fasciste. Donc on a vraiment un théâtre qui va être très manichéen là aussi. Mais je m'arrêterai simplement sur un thème qui, je pense, est important, c'est-à-dire le thème sur beaucoup de pièces qui vont être écrites, pendant et après la conquête de l'Éthiopie. Ça, c'est un élément central. Vous avez, je n'ai pas mis d'illustration malheureusement, vous avez la conquête de l'Éthiopie en 1935-1936, qui fera en sorte que l'Italie va être exclue de la Société des Nations. Il y aura donc des pays qui feront des sanctions, comme l'Angleterre, la France, etc. Et on va donc avoir la population, et je vous dis, des ouvriers, des enseignants, des étudiants, qui vont prendre ce thème et qui vont le mettre en scène. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce ne sont pas tant les hauts faits guerriers qui vont être illustrés. Il y aura très peu de pièces sur les combats, sur les batailles, mais on va mettre en scène l'Italien qui s'installe en Éthiopie. Autrement dit, le colon n'est pas tant le colonisateur, le paysan n'est pas tant le soldat. Autrement dit, à travers ces textes, les écrivains amateurs vont montrer que l'Éthiopie, grâce à cette conquête de l'Éthiopie, tout ce que le fascisme a semé depuis la Première Guerre mondiale s'est réalisé. C'est-à-dire que le fascisme a voulu créer un nouvel Italien, et bien ce nouvel Italien apparaît en Éthiopie. Donc il y a vraiment, au-delà de l'impérialisme, dont les personnes qui écrivent ces textes n'ont pas une vision forcément politique, il y a cette idée que cette terre promise, cette Éthiopie, permet à l'Italien nouveau de se développer. Et donc on a en fait un théâtre qui n'est pas tant un théâtre de, comme on disait en Russie, en Allemagne, de agitprop, c'est pas pour convaincre d'une idéologie, mais c'est un théâtre qui permet d'illustrer la situation, d'illustrer les bienfaits du fascisme. À côté de ça, on a bien sûr l'idée que cette conquête d'Éthiopie a permis de civiliser les sauvages, bien sûr. Bien sûr. Et donc tous les personnages éthiopiens sont... non, j'en ai pas mis. Enfin, oui. Tous les personnages éthiopiens sont des sauvages, ils sont hypocrites, traîtres, etc. Toutefois, là aussi, on a dans tous ces textes la censure qui intervient. Pourquoi ? Tout simplement pour ne... on a la censure quand il y a par exemple des personnages africains trop positifs. Alors, pourquoi il y a la censure ? Pourquoi il ne faut pas que l'Éthiopien soit trop positif ? Parce qu'on pourrait se mêler, on pourrait se marier avec des femmes éthiopiennes. Et donc, ce n'est pas bon pour la race. Également, la censure intervient quand les écrivains amateurs sont trop virulents à l'égard de l'Angleterre, de la France, pour éviter qu'il y ait des problèmes diplomatiques. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un ensemble de choses, et ces textes seront donc eux aussi censurés. Le dernier aspect, mais là on ne peut pas le voir, c'est qu'à côté de ces chars de Thespi, de ces théâtres amateurs, on a le sabato teatrale, le samedi théâtral. C'est l'inverse en fait des chars. C'est-à-dire que cette fois, ce n'est pas le théâtre qui va vers les gens, c'est
les spectateurs qui viennent au théâtre. Et donc on embrigade c'est un théâtre pour le peuple, pour les ouvriers, pour les paysans, et pas pour la bourgeoisie. On va les chercher. Vous voyez, Teatro Reale dell'Opera. Là, ce sont des spectateurs, des Abruzzes qui viennent à Rome. Vous voyez, ils sont fiers et ils vont à leur théâtre. Donc là aussi, c'est une forme subtile de propagande. C'est que on permet à la population à un coût très bas d'aller au théâtre. Et donc là aussi, la propagande est vraiment efficace. Le théâtre de revue, je passe parce qu'on n'aura pas le temps, sinon on ne pourra pas discuter. Mais en tout cas, c'est le seul type de théâtre qui est totalement libre. Parce que le fascisme comprend que les gens ont besoin de s'amuser. Que si on se divertit, on sera plus enclin à accepter des restrictions, à accepter d'avoir une vie au quotidien plus dure, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a vraiment une grande liberté. On permet même le théâtre dialectal, alors que le dialecte était interdit. On n'avait plus le droit de parler le dialecte. Et je ne sais pas si vous les voyez assez bien, mais on voit des comédiens qui seront très connus. Anna Magnani, avec le fourreau noir, Toto, qui est un grand personnage, un grand comédien napolitain. Et on a aussi la famille De Filippo, les deux frères et la sœur, des grands comédiens napolitains, qui ont fait aussi des films, qui passent, alors ils ne passent pas entre les mailles, mais leur théâtre dialectal a pignon sur rue. Tout ça, ça se passe à Naples, peut-être qu'il y avait aussi d'autres raisons, mais en tout cas, ce théâtre comique fonctionne. Pour conclure, on a en fait, on se rend compte que le seul théâtre qui va vraiment marcher, à part ce théâtre de propagande, c'est tout le théâtre que le fascisme a essayé de combattre, c'est-à-dire le triangle amoureux, c'est-à-dire le théâtre décadent, le théâtre bourgeois, petit bourgeois. Et on a un écrivain qui s'appelle De Benedetti qui écrit Due dozzine di rose scarlatte, qui c'est le titre de la pièce. Et quand on parle de Teatro di Rose Scarlatte, c'est devenu un titre, c'est pour dire un théâtre de ce genre-là. Donc on voit que le fascisme a totalement échoué. Le théâtre qu'il a combattu, en fait, c'est le théâtre qui marche. Le théâtre, le public bourgeois qui n'est pas obligé d'aller au sabato teatrale et qui n'est pas obligé de subir le caro di Tespi, le public payant va voir ce public-là, ce théâtre-là, pardon. Donc on a une véritable boucle qui se reboucle. On a un théâtre typiquement bourgeois qui fonctionne. Donc, pour conclure, vraiment cette fois-ci, on voit, excusez-moi, il y a trop de choses à dire, on voit que le fascisme n'arrive pas à ses fins. Et les critiques de l'époque en ont conscience. Quand Mussolini tombe en 1943, quand son régime tombe, la revue Scenario publie un article dans lequel elle dit que le régime a échoué à créer ce théâtre fasciste. On peut donc se demander pourquoi est-ce qu'il a échoué. Alors pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire un théâtre caricatural ou un théâtre trop grandiose qui n'abordait pas les vrais problèmes. Mais en fait, si on revient à l'origine, si on revient à la pensée première du fascisme, qui disait que il ne fallait pas imposer, il ne fallait pas aller plus vite que l'histoire. Il ne fallait pas imposer un art avant que la société ne soit réellement fasciste, avant que les valeurs fascistes n'aient vraiment imprégné la société. Tant que la société n'était pas convaincue, n'était pas devenue pleinement fasciste, et lui il disait même tant que le fascisme ne devient pas un instinct vital, ce n'était pas la peine de créer un art fasciste. Alors que dès lors que le fascisme sera perçu comme quelque chose de naturel, d'italien, alors le grand écrivain, le grand poète arrivera. Et je prends également les termes d'un des vainqueurs, d'un des nombreux
concours théâtraux qu'il y avait eu, ce vainqueur, en 1934, avait dit « Quand la réalité sociale, à un moment donné, est fasciste, que les attitudes envers le monde, la vie, sont fascistes, le drame ne peut être qu'inspiré par des concepts et l'éthique du fascisme. » Donc, avec cette idée, on peut se dire que si le théâtre fasciste, n'a pas, au niveau professionnel, n'a pas éclos, c'est que la réalité italienne n'était pas devenue complètement fasciste. C'est que le fascisme n'avait pas pu pénétrer pleinement les esprits, elle n'avait pas pu devenir un instinct vital, et que donc le grand poète n'était pas arrivé. Donc, enfin, moi, c'est mon analyse. Et le seul héritage, en fait, on peut dire, du fascisme pour ce qui est du monde du théâtre, c'est l'organisation. Ce sont les structures. Car beaucoup d'organismes que le fascisme avait créés ont perduré dans l'Italie républicaine, c'est-à-dire après 1946, jusqu'à très récemment. Il n'y a qu'en 2010 qu'un organisme, l'ETI, l'Ente Teatrale Italiano, qui avait été créé en 1942, a fermé ses portes. Donc le fascisme, comme pour beaucoup d'autres éléments, comme Cinecittà, etc., mais aussi d'autres éléments de la vie italienne, a posé des jalons au niveau de l'organisation. Je vous remercie.